Bonjour, alors le thème dont je vais vous parler, c'est la stigmatisation structurelle des personnes aux prises avec un problème de consommation de substances. Voici le plan. Pour la définition du problème, la stigmatisation, ça réfère aux attitudes, croyances ou comportements négatifs à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur situation personnelle. Elle inclut la discrimination, les préjugés, le jugement et les stéréotypes à l'égard des personnes qui consomment des drogues. En fait, il y a trois types de stigmatisation. Donc, pour les personnes qui consomment, l'autostigmatisation, c'est quand la personne intériorise les perceptions négatives au sujet des consommateurs et les applique à elle-même. La stigmatisation sociale, c'est par la société. Donc, de mettre des étiquettes, perpétuer des stéréotypes, avoir des attitudes ou comportements négatifs, préjudiciables et discriminatoires envers les consommateurs ou leur entourage. Par exemple, dire que la consommation est un choix ou que les personnes qui consomment sont violentes, ça en fait partie. Finalement, la stigmatisation structurelle, c'est un problème structurel engendré et perpétué par les systèmes. Elle peut se refléter dans les lois, les règlements, les politiques, etc. Mais concrètement, d'où ça vient la stigmatisation structurelle? Alors, elle est enracinée dans nos systèmes. Comme vu dans le cours, la criminalisation des drogues a amplifié les inégalités sociales parce qu'elle est née du racisme et de l'immoralité. Cette vision teintée de préjugés, notamment, ça a amené à la stigmatisation structurelle. C'est certain que les cas manifestes ont reculé, mais encore aujourd'hui, on peut constater une disparité et des obstacles structurels sournois ou non visibles à première vue, mais qui perpétuent les inégalités. Puis pourquoi la stigmatisation structurelle demeure? C'est qu'elle est renforcée par la stigmatisation sociale, parce que les stéréotypes entretenus socialement sont reproduits à grande échelle et ça engendre des politiques punitives, par exemple. Réciproquement, la stigmatisation structurelle renforce elle-même la stigmatisation sociale parce que les politiques punitives entretiennent et accentuent les stéréotypes, ce qui a pour résultat d'empêcher l'adoption de politiques plus inclusives, si on garde le même exemple. En d'autres mots, les perceptions erronées alimentent les façons de faire et politiques publiques qui elles-mêmes encouragent les perceptions erronées. Donc, pour la description des acteurs impliqués, il y a les personnes consommatrices, leurs familles et entourages qui sont des victimes par ricochet, le personnel des institutions sociales qui joue un rôle important parce qu'ils sont les vecteurs de la stigmatisation structurelle, les gouvernements, dirigeants, décideurs ou même les médias, comme les organismes communautaires ou les comités de travail qui dénoncent la stigmatisation structurelle. Bref, c'est l'affaire de la société en général. Donc, pour les conséquences du problème, il y a l'autostigmatisation. Alors, la personne se sent dévalorisée, rejetée, montrée du doigt, coupable, elle a honte, un sentiment d'infériorité, ça affecte son estime de soi, diminue son sentiment d'auto-efficacité, elle s'isole, ressent de la détresse, de l'impuissance, de la méfiance, de la peur, etc. Maintenant, pour les conséquences de la stigmatisation structurelle dans le système de santé spécifiquement, globalement, c'est un obstacle à des soins appropriés. Au niveau de la relation entre la personne consommatrice et les professionnels, ça peut se manifester par une communication plus difficile, des méthodes dépersonnalisées des professionnels axées sur leurs tâches plutôt que sur la personne, un recours excessif à la contrainte ou aux approches punitives, une attitude négative ou paternaliste, donc une tendance à infantiliser les personnes. Au niveau de la vision des professionnels, des pratiques et politiques du milieu, il y a beaucoup d'idées préconçues, comme quoi les personnes sont manipulatrices, manquent de volonté, vont pas adhérer au traitement, etc. Il y a de la pathologisation, c'est le fait de voir la personne uniquement comme étant sa maladie, et des étiquettes, par exemple patient difficile. On voit des politiques problématiques basées sur la stigmatisation, comme exiger l'abstinence pour accéder aux soins, et la formation offerte sur le sujet aux professionnels est assez limitée. Donc, pour l'accès aux soins par rapport aux autres patients, c'est sûr qu'il y a une qualité des services reçus qui est inférieure. Les personnes sont en faible rang de priorité, obtiennent moins d'attention et de temps des professionnels. Elles sont insuffisamment renseignées ou examinées, médicamentées à la hâte. Il y a de l'ombrage ou du masquage diagnostique, donc les problèmes de santé rapportés vont être attribués aux problèmes de consommation et même occultés par eux. Et ça a des impacts sur la santé parce que c'est prouvé que la stigmatisation, c'est une cause de mortalité prématurée de ces personnes. Et leurs droits sont plus enfreints, comme le droit à l'information ou le droit à des soins requis par l'état de santé. Alors, les besoins des personnes sont non satisfaits, donc ils vont en venir à éviter les établissements de soins et leurs demandes d'aide, vont abandonner le traitement,
ça nuit à la prévention, au dépistage ou à la gestion adaptée de leurs problèmes de santé, puis ça augmente la probabilité d'automédication problématique. Donc, pour ce qui est de la stigmatisation structurelle dans le système de justice, d'abord, ce système crée une double stigmatisation. Premièrement, parce que les personnes sont consommatrices, puis deuxièmement, parce qu'elles sont étiquetées comme criminelles. Alors, c'est la loi réglementant certaines drogues et autres substances qui favorise la stigmatisation en associant consommateurs de drogue et criminels. Sinon, les personnes vont généralement consommer cachées pour ne pas se faire prendre de manière hâtive et ça, c'est risqué pour leur santé et leur sécurité. Elles vont éviter de demander de l'aide par peur que leur consommation leur cause des ennuis judiciaires. Les personnes qui sont incarcérées n'ont pas toujours accès à un traitement. Il peut y avoir des conséquences au niveau de leur santé. Il y a un manque de formation des professionnels à ce sujet dans ce milieu aussi. Souvent, les personnes vont être soumises à des conditions d'abstinence dans le contexte d'une libération conditionnelle ou d'une probation, mais n'auront pas de soutien. Et les peines sont dommageables et la réinsertion est difficile. Donc, il y a l'autostigmatisation, comme j'ai dit. Il y a aussi le casier judiciaire qui peut être une barrière à l'emploi ou au logement. Alors, c'est vraiment un cercle vicieux. La stigmatisation, c'est un obstacle aux soins et aux ressources. Ça engendre l'augmentation de la marginalisation et des méfaits de la drogue. Et ça fortifie la stigmatisation. Donc, c'est une roue qui se répète ensuite. Pour la prise en charge du problème, comment on réduit, on cesse la stigmatisation? À grande échelle, on peut opérer des changements structurels, déconstruire les mythes. Il faut prioriser l'amélioration du bien-être plutôt que la punition. Et ça passe par le changement des lois et des politiques criminalisant l'usage de drogue. Faire des collaborations entre divers acteurs pour partager des connaissances et des points de vue. Éduquer et sensibiliser le public, ce qui est bien important. Appuyer et financer des programmes et des services. Revoir les types de services offerts. Rendre les institutions plus accessibles, humanistes et sécuritaires. Par exemple, mettre sur pied des politiques qui tiennent compte des traumatismes et de la violence vécue par les personnes pour éviter la retraumatisation. Renforcer et faire respecter les mesures de protection à l'égard de ces personnes. Pour les professionnels des différents systèmes, il y a d'enseigner le langage non stigmatisant, donner des formations fondées sur les données probantes, avoir des initiatives pour prévenir et gérer l'épuisement professionnel ou la fatigue de compassion parce que c'est prouvé que ça accentue les risques de stigmatisation. Conscientiser sur les attitudes et interactions, donc l'importance de la compassion, appropriation du pouvoir ou travailler avec les forces du patient par exemple. Promouvoir l'engagement et mobiliser les professionnels à s'investir dans la lutte à la stigmatisation. Pour les personnes, offrir plus de services de soutien par les pairs, donc pairs aidants. Faire des formations sur les droits en santé et les recours qu'ils possèdent, promouvoir l'accès aux services et aux ressources de soutien qui peuvent les aider comme les organismes de défense de droits, prendre le temps d'écouter les personnes concernées et les impliquer, favoriser leur participation dans la recherche de solutions. Maintenant, la réflexion critique. Alors, mon opinion, je pense que la stigmatisation structurelle est méconnue. On n'en parle pas assez puis on n'est pas assez conscientisé sur ses impacts. Il y a clairement un manque de financement qui pourrait aider à combattre la stigmatisation. Ce serait important qu'il y ait plus de sensibilisation et de mobilisation. Puis pour ça, je crois à l'importance d'impliquer les personnes concernées qui restent trop souvent dans l'ombre encore. Mais concrètement, qu'est-ce qui pourrait être fait? Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites, mais au niveau des pistes intéressantes, bien entendu, le changement passe énormément par l'éducation populaire, la sensibilisation et la mobilisation à lutter contre la stigmatisation, selon moi. On l'a vu, la stigmatisation structurelle est influencée par la stigmatisation sociale. Donc, j'ai remis le cercle vicieux. Si on réussit à enrayer la stigmatisation sociale, nécessairement, ça va avoir un impact sur la stigmatisation structurelle et la stigmatisation sociale est plus accessible. Donc, il faut éduquer la population en général. On pourrait même y aller par groupe ciblé, par exemple les jeunes dans les écoles. On pourrait faire des formations dans les organisations, aux équipes de travail, aux professionnels qui interagissent avec les personnes qui consomment. Mais l'important, selon moi, c'est qu'on agisse sur tous les systèmes. L'éducation pourrait viser à atteindre une meilleure compréhension de la stigmatisation. On pourrait enseigner comment la reconnaître, comment réagir, donner des outils, déconstruire des mythes, sensibiliser aux réalités des personnes. On pourrait encourager les prises de conscience personnelles puis amener les gens à conscientiser leur entourage. On pourrait aussi procéder par des réflexions collectives en faisant des remises en question, des tempêtes d'idées. Aux professionnels, on pourrait enseigner des meilleures pratiques, revoir les interactions quotidiennes aussi. Puis ça pourrait même être des formations obligatoires lors de l'entrée en poste dans certains emplois.
L'objectif final pour tous, ce serait un changement des perceptions et des mentalités. Sinon, c'est sûr qu'il faut s'assurer d'avoir des bons outils qui ne comprennent pas de stigmatisation. Il faut porter attention aux messages envoyés, que ce soit par les médias ou le matériel de communication comme les affiches et les dépliants. Il faudrait réviser le contenu et le ton employé dans le matériel et s'assurer de bannir le langage stigmatisant. À plus grande échelle, il faut revoir les programmes offerts, les bonifier, les adapter aux besoins de la clientèle. Il faut que l'accès aux services soit facilité, plus humain. Ça peut être aussi simple que revoir la décoration. C'est primordial, je crois, d'abolir les mesures punitives et d'adopter une mentalité de soigner plutôt que de punir. Et ça, ça pourrait passer par la légalisation des substances. Il pourrait y avoir plus de services de soutien par les pairs pour vraiment mobiliser les personnes. Selon moi, ce serait nécessaire d'allouer davantage de budget non seulement pour les services, mais aussi pour la recherche, pour bien comprendre la problématique et corriger les problèmes. Je pense aussi que ce serait primordial d'étudier et de mettre sur pied des mesures concrètes et ciblées de lutte contre la stigmatisation, notamment des mécanismes systémiques de surveillance ou d'évaluation de la stigmatisation. La dernière chose sur laquelle je veux insister, c'est les personnes. Je pense qu'il faut qu'elles soient au centre de la démarche. Non seulement il faut les inclure et les impliquer dans la recherche de solutions, mais il faut aussi les encourager à partager leur vécu et leur donner la place pour le faire. Ça peut être par une conférence, en s'impliquant dans un organisme, peu importe. Il a été prouvé que le fait de présenter des personnes dont le traitement a fonctionné, c'est une stratégie prometteuse de lutte à la stigmatisation. L'éducation fondée sur l'interaction et les récits, ça réduit les préjugés, puis ça propage l'espoir parce que c'est un modèle positif de rétablissement que les professionnels voient rarement et ça permet d'humaniser les personnes. Ces personnes-là possèdent une richesse qui est leur savoir expérientiel, puis je pense qu'elle pourrait être mise à profit beaucoup plus qu'actuellement. Alors, j'espère que vous avez apprécié et que c'était instructif. Je vous remercie, puis je vous invite à prendre part à la lutte contre la stigmatisation. N'hésitez pas à vous informer et à sensibiliser.